Cet après-midi-là à Valbrume, un hameau niché dans les collines de la Dordogne. L'air était lourd et moite. La chaleur accablante, mêlée à une brise légère venant de la Noiret, plantation de noyers, faisait perler la sueur aux tempes de quiconque marchait sur les sentiers de terre. Ce village était habituellement paisible. Les enfants couraient sur les chemins. Les mères étendaient leur linge et le chant du coq résonnait depuis les cours des maisons en pierre. Mais le 15 juillet 2022, vers 11h45, cette atmosphère paisible s'est transformée en quelque chose d'inimaginable. Au milieu de la vaste Noiret, appartenant à une femme très respectée des habitants, Madame Sylvie Dubois, se dressait une vieille grange délabrée. Cette grange servait habituellement de lieu de repos aux ouvriers saisonniers. Son toit était fatigué, ses murs de pierre sèche commençaient à s'écarter, et sa porte restait toujours entr'ouverte. Comme pour inviter quiconque à entrer. De loin, cet après-midi-là, on percevait une odeur âcre et étrange. Au début, les gens pensèrent que ce n'était que l'odeur de noirance. C'était compréhensible, la saison de la récolte laissait souvent des fruits tombés et écrasés au sol, dégageant un arôme puissant. Mais plus le temps passait, plus les gens se couvraient le nez. L'odeur n'était pas seulement celle du pourri, elle était aussi épaisse et prenait à la gorge. Il y avait un mélange qui donnait la nausée, comme un message de mort. Monsieur Henri Bernard, un éleveur d'oies âgé de 50 ans, marchait lentement le long du sentier en bordure de la Noiret. Il cherchait quelques-unes de ses oies, qui n'étaient pas rentrées au bercail depuis le matin. Sa voix habituellement amicale était remplacée par de faibles grognements, tandis que ses yeux balayaient les fourrés. Lorsque ses pas s'approchèrent de la vieille grange, son nez capta plus fortement l'odeur anormale. Il s'arrêta un instant. Son cœur battait la chamade. En lui-même, il murmura, peut-être une bête morte dans le coin, mais la curiosité le fit avancer. La porte de la grange était légèrement ouverte, juste assez pour laisser filtrer un mince rail de lumière. D'une main tremblante, M. Bernard poussa le battant de bois qui grinça. À cet instant précis, son corps se figea, ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se coupa. À l'intérieur de la grange, des dizaines de corps humains gisaient inertes. Certains sur le dos, le visage collé au sol en béton. D'autres recroquevillés, raides, comme s'ils avaient tenté de respirer jusqu'au bout. Il y en avait aussi dont les mains griffaient les murs de planches, comme pour chercher une sortie. Leurs visages étaient cyanosés, leurs yeux exorbités, de l'écume séchée sortait de leur bouche. Des mouches vertes volaient avec un bourdonnement effrayant. M. Bernard tremblait de tous ses membres. Ses jambes peinaient à le soutenir. De ses lèvres sortit un cri faible mais perçant. « Mon Dieu! Ils sont tous morts. » Sa voix brisa le silence du hameau cet après-midi-là. Il sortit en courant. Ses mains tremblantes couvraient son visage. Ce cri fit accourir quelques habitants qui cueillaient des fruits dans le champ voisin. En quelques minutes, l'entrée de la grange fut remplie de monde. Visages pâles, cris et pleurs emplirent l'air. Une femme s'évanouit en apercevant, par l'entrebâillement de la porte, le visage de son mari gisant, raide, à l'intérieur. Les enfants s'enfuirent en courant. Certains serraient leur mère en pleurant. Le village habituellement paisible devint chaotique. Les gens appelèrent les autorités locales. Certains coururent vers la route principale pour chercher l'aide de la gendarmerie. Peu de temps après, un ruban jaune fut tendu autour de la grange. Les autorités interdirent à quiconque d'entrer. Mais l'odeur pestilentielle qui continuait de s'échapper faisait comprendre à tous qu'un événement terrible s'était produit à l'intérieur. Certains habitants chuchotaient. Ils supposaient que les travailleurs avaient été victimes d'une intoxication alimentaire, peut-être un plat avarié, ou qu'ils avaient été exposés à des produits chimiques du verger. Mais lorsque l'équipe médicale arriva et vit d'un coup d'œil l'état des cadavres, ils surent que ce n'était pas une intoxication ordinaire. Bouche écumante, corps raidi comme par des convulsions, visage empli de terreur. Ces symptômes indiquaient quelque chose de bien plus dangereux. Madame Sylvie Dubois, la propriétaire de la Noiret, arriva d'un pas chancelant. Elle avait plus de 60 ans. Elle était connue pour sa générosité. Elle donnait souvent des noix gratuitement à ses voisins pauvres, assistait assidûment à la messe et parlait toujours avec douceur. Mais cet après-midi-là, dès qu'elle vit la scène à l'intérieur de la grange, elle s'effondra sur le sol. Elle pleurait bruyamment, se frappant la poitrine. « Seigneur, pourquoi tout cela ?» Ses pleurs firent couler les larmes de beaucoup d'autres. Tous la connaissaient comme une femme bienveillante. Personne n'aurait imaginé qu'une telle tragédie puisse se produire sur ces terres. Cependant, au milieu du tumulte, des pleurs et des prières, se tenait un gendarme au visage rempli d'interrogations. Il s'appelait le commandant Lucas Fournier, un enquêteur senior de la gendarmerie de Sarlat, avec plus de 20 ans d'expérience dans les affaires difficiles.
Il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Il regarda en direction de Madame Dubois, qui pleurait à fendre l'âme. Mais dans son regard, Fournier sentit quelque chose de faux. Les pleurs étaient bruyants, mais pas une larme ne coulait. De temps en temps, la femme jetait un coup d'œil rapide aux gendarmes qui prenaient des notes. Comme pour observer leur réaction. Le commandant Fournier baissa la tête et nota brièvement dans son petit carnet, émotion non sincère. À surveiller. Cette nuit-là, la police commença à identifier toutes les victimes. La majorité étaient des travailleurs saisonniers venus de diverses régions. Certains de Bretagne, de Normandie, et même de la région parisienne. Ils étaient venus pour la récolte saisonnière et logeaient dans la modeste grange. Mais lorsque la liste des travailleurs fut vérifiée, un fait surprenant émergea. Il y avait 26 noms enregistrés, mais seulement 25 corps avaient été trouvés. Qui était la personne manquante? Cette question rendit l'atmosphère encore plus tendue. La police agit rapidement, des recherches furent lancées et finalement, la réponse fut trouvée. La personne qui n'était pas dans la grange était Julien Martel, un jeune ouvrier originaire de Bretagne. Mais il n'avait pas disparu. Il était allongé au dispensaire local, à seulement 2 kilomètres de là. Selon le dossier médical, le matin même avant la tragédie, Julien avait une grave réaction allergique. Après avoir avalé accidentellement un petit insecte tombé dans sa potée froide. Son corps s'était couvert de plaques rouges, sa respiration était devenue difficile, et ses collègues l'avaient immédiatement emmené au dispensaire. À cause de cela, il n'avait pas participé au déjeuner avec ses amis. Personne n'aurait imaginé que ce petit malheur venait de lui sauver la vie. Lorsqu'on lui apprit que tous ses collègues étaient morts, Julien pleura hystériquement. C'est impossible, ce matin encore, nous plaisantions. Pourquoi eux? Pourquoi pas moi? Sa voix se brisa, donnant la chair de poule à quiconque l'entendait. Le commandant Fournier réalisa immédiatement que Julien n'était pas seulement un survivant. Il était le témoin clé. Grâce à ses souvenirs, le mystère pourrait peut-être commencer à être élucidé. Mais derrière tout cela, il y avait une question majeure qui faisait froid dans le dos. Si c'était vraiment un meurtre, qui aurait pu avoir le cœur de tuer 25 personnes d'un coup? Et s'il y avait bien un coupable, alors Julien, le seul encore en vie, pourrait bien être la prochaine cible. La grange en pierre se dressait au milieu de la Noiret. À seulement quelques dizaines de pas des grands arbres aux feuilles denses. De l'extérieur, la grange semblait ordinaire. Mais une fois la porte grande ouverte, quiconque regardait à l'intérieur aurait du mal à effacer cette vision macabre de sa mémoire. Dans la pièce étouffante d'environ 4 mètres sur 5, 25 corps humains gisaient, raides. Le sol en béton, habituellement couvert de nattes, était devenu leur dernier lit. Il y avait des corps allongés sur le dos, les yeux exorbités fixant le plafond. D'autres recroquevillés, comme s'ils luttaient encore contre la douleur dans leur poitrine. Il y en avait aussi dont la position suggérait une course. Les mains griffant les murs de planches, comme pour chercher une sortie. Leur bouche était couverte d'écume séchée, la peau de leur visage était devenue bleu-noir. Autour du nez et des lèvres, on voyait des traces de liquide séché. Certains corps étaient encore appuyés les uns contre les autres, montrant la rapidité avec laquelle la mort était venue. Il n'y avait pas de chaises renversées, pas de signe de lutte, seulement un silence oppressant. Les mouches vertes grouillaient dans chaque coin. Leur bourdonnement continu résonnait comme une symphonie macabre. L'odeur qui s'en dégageait était de plus en plus forte, donnant envie de vomir à quiconque s'approchait. Une mère qui entrevit le visage de son fils à l'intérieur de la grange, poussa un cri hystérique avant de s'évanouir. Quelques voisins tentèrent de la relever, tandis que d'autres couvraient leur bouche avec un foulard. L'atmosphère du village, habituellement si calme, devint chaotique. Les gens criaient les noms des membres de leur famille. Certains pleuraient en récitant des prières. D'autres restaient figés, incapables de croire à la réalité. Un vieil homme, assis par terre, se frappait la poitrine en appelant son petit-fils qui travaillait aussi dans la Noiret. La nouvelle de cette mort de masse se répandit rapidement. En peu de temps, des dizaines d'habitants affluèrent. Le petit chemin menant à la Noiret était bondé. Certains tentaient de forcer le cordon de police. Mais les autorités les retenaient d'une voix ferme. N'entrez pas, c'est dangereux. Les habitants ne pouvaient que rester derrière le ruban, fixant la grange devenue le centre d'attention de tout le village. Peu après, une voiture de patrouille arriva. Les gendarmes apportèrent du ruban jaune et le tendirent aussitôt autour de la grange. Un médecin légiste, le visage couvert d'un masque, entra. Mais il ne resta que quelques minutes à l'intérieur avant de ressortir, le visage blême. Les symptômes observés ne laissaient aucun doute, ce n'était pas une intoxication ordinaire. Bouche écumante,
corps raidi par les convulsions, visage empli de terreur. Tous les signes pointaient vers un poison extrêmement dangereux. Les cris et les prières se mélangeaient. Les femmes du village se serraient les unes contre les autres. Certaines pleuraient bruyamment, d'autres ne pouvaient que sangloter doucement. Les enfants s'enfuyaient, effrayés, mais leurs petits yeux se tournaient en arrière, comme pour s'assurer que la nouvelle était réelle. Au milieu de ce tumulte, M. Henri Bernard, le premier à avoir fait la découverte, tremblait encore. Ses mains n'avaient pas cessé de trembler. Il raconta aux gendarmes comment il cherchait simplement ses oies, comment l'odeur l'avait mené à la grange, comment il avait vu les corps gisant partout. En racontant, sa voix se brisait souvent et ses yeux s'embuaient. La nuit tombait, mais l'agitation dans le village ne s'était pas calmée. Des lampes tempêtes furent installées autour de la grange pour aider l'enquête. Le ruban jaune brillait sous la lumière des lampes. Comme pour séparer le monde extérieur, encore vivant, du monde intérieur, déjà figé. Le commandant Lucas Fournier se tenait non loin de la porte de la grange. Son visage était tendu, ses yeux perçants observaient chaque détail. Dans son petit carnet, il notait des choses qui pouvaient sembler insignifiantes. La position de la marmite dans la cuisine, les bols de soupe sur la table, la poêle ayant servi à faire revenir la viande. Tout était noté. Il savait que dans ce genre d'affaires, la vérité se cachait souvent dans les petits détails. Mais l'image des victimes n'était pas facile à effacer. Fournier prit plusieurs fois une profonde inspiration, tentant de garder son calme. Il était enquêteur depuis longtemps, mais chaque fois qu'il voyait la mort en si grand nombre, son cœur était ébranlé. 25 vies fauchées d'un coup, sans résistance, sans un bruit, juste un silence déchirant. À l'extérieur de la grange, les habitants commençaient à allumer des bougies. Certains s'assirent en tailleur sur le sol, récitant des prières à voix basse. D'autres répétaient des versets sacrés encore et encore. D'autres ne pouvaient que se couvrir le visage d'un tissu. Le village, habituellement rempli du son des grillons, était maintenant rempli de lamentations et de prières. Pendant ce temps, au dispensaire local, Julien Martel était toujours allongé, faible. Il ne savait pas qu'au moment où son corps souffrait d'une allergie, sa vie était en train d'être sauvée. Lorsque la nouvelle lui parvint que tous ses amis dans la grange étaient partis, Julien hurla et pleura. Ses mots étaient hachés, sa voix rauque. Il ne pouvait pas y croire. Le matin même, il plaisantait encore avec eux. Maintenant, il était le seul survivant. Le commandant Fournier avait entendu parler de Julien. Il savait que derrière ce corps affaibli se cachait une clé majeure pour résoudre ce mystère. Il décida immédiatement que Julien devait être surveillé de près. Non seulement à cause de son état fragile, mais aussi parce qu'il pouvait devenir la prochaine cible. Devant la grange, la nuit devenait plus épaisse, mais l'odeur pestilentielle ne disparaissait pas. Au contraire, elle devenait plus piquante. Les médecins légistes s'affairaient à mettre les corps dans des housses mortuaires noires, un par un. Les habitants qui se tenaient à distance se couvraient le visage. Certains sanglotaient, d'autres ne pouvaient que baisser la tête. Dans un coin, un jeune garçon nommé Luc, âgé de 12 ans, se tenait là et observait. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient vifs. Il serrait un cahier usé. Cet orphelin aidait souvent les ouvriers à porter les sacs de noix pour gagner quelques euros. Cette nuit-là, il se tenait juste là, silencieux, gardant quelque chose en mémoire. Quelque chose qui, plus tard, se révélerait très important. L'atmosphère devint encore plus lourde lorsque les ambulances arrivèrent pour emmener les corps à l'institut médico-légal. Une par une, les housses noires étaient chargées. Des cris hystériques éclatèrent à nouveau lorsque les familles des victimes tentèrent de s'approcher. Certains durent être retenus pour ne pas s'effondrer. Ce village était désormais officiellement passé d'un lieu paisible à témoin muet d'une immense tragédie. Le commandant Fournier se tenait près de l'ambulance qui fermait ses portes arrière. Son regard était perdu au loin. Son esprit était rempli de questions. Qui avait pu faire ça? Comment le poison avait-il pu se retrouver dans la nourriture des travailleurs? Et pourquoi tout cela s'était-il passé dans cette Noiret, connue jusqu'ici comme un lieu de prospérité? Au milieu du brouillard nocturne qui descendait lentement, le hameau de Valbrume semblait retenir son souffle. Il n'y avait plus de rires d'enfants, plus de chants de coqs, seulement des prières qui montaient avec l'air humide, demandant que la vérité soit bientôt révélée. Le matin à Valbrume commençait habituellement avec le son des cloches de la petite chapelle au bout de la route. Les enfants se levaient, les mères préparaient le petit déjeuner et les hommes se préparaient à aller au champ. Mais le matin après la tragédie, l'atmosphère était différente. Les chemins du village étaient encore marqués par les empreintes des habitants qui avaient envahi la zone de la grange la veille. Une odeur d'humidité,
mêlé au reste de l'arôme putride, flottait encore dans l'air. Les gens chuchotaient, le visage inquiet. Il n'y avait plus de rire. Au café de Pierre, l'endroit habituel de rassemblement des hommes, la conversation matinale ne tournait qu'autour d'un seul sujet. 25 personnes mortes simultanément dans la grange de la Noiret. Certains disaient que c'était à cause de la nourriture avariée. D'autres croyaient que c'était l'œuvre d'esprits malins. Mais un nombre non négligeable osait murmurer, c'est peut-être l'œuvre de l'homme. Devant la maison de Madame Sylvie Dubois, de nombreux habitants se tenaient encore. La vieille femme était assise sur une chaise en osier, le visage pâle. Son foulard était légèrement de travers. Ses mains tenaient un chapelet. Mais ses doigts tremblaient. Par moments, elle baissait la tête. Par moments, elle se lamentait doucement. Les habitants la regardaient avec des sentiments mitigés. Elle avait toujours été connue pour sa bonté, faisant souvent l'aumône, assistant assidûment à la messe. Il était difficile de croire qu'une telle tragédie se soit produite sur ces terres. Les voitures de la gendarmerie et des médecins légistes n'avaient cessé d'affluer depuis la nuit. Le petit chemin du village était rempli de véhicules officiels. Le sentier de terre, habituellement foulé par les vélos, voyait maintenant passer des voitures aux gyrophares. Pour les habitants du village, cette vue ajoutait à leur peur. Ils n'avaient jamais vu autant de gendarmes venir ici. Le commandant Fournier se tenait devant la grange, vêtu de sa veste d'enquête. Son visage était sérieux, ses yeux fixaient intensément le ruban jaune qui entourait le site. Il savait que les rumeurs commençaient à se répandre. Certains parlaient d'intoxication alimentaire. D'autres étaient convaincus qu'il s'agissait de sorcellerie. Mais ses années d'expérience l'empêchaient de croire aux explications trop faciles. La veille au soir, il avait vu lui-même les corps des victimes. Les symptômes étaient clairs, ce n'était pas une simple intoxication. Bouche écumante, corps raidi par les convulsions, visage bleui. C'étaient les signes de l'ingestion d'un poison dangereux, pas d'une nourriture simplement avariée. Fournier notait tous les détails. Pour lui, chaque petit fragment pouvait être un indice crucial. L'équipe d'identification, police technique et scientifique, s'affairait à photographier et à prélever des échantillons. La marmite de potée qui contenait encore des restes. Les bols de soupe et la poêle ayant servi à faire revenir la viande furent placés dans des sacs à preuve. Le couvercle de la marmite, légèrement de travers, fut soulevé avec précaution. Tout fut scellé, tout fut étiqueté. Fournier donna un ordre bref. Prenez tous les restes de la potée. Ne laissez rien passer. S'il y a du poison, il est très probable qu'il ait été mis dans la potée. Les habitants qui regardaient de loin chuchotaient entre eux. Certains demandaient, est-ce vraiment à cause de la nourriture? D'autres s'inquiétaient, et s'il restait du poison dans le verger? Quelques parents interdirent à leurs enfants de sortir de la maison. Le village devint morose. Alors que l'ambiance était au chaos, un garçon maigrelet nommé Luc se tenait non loin du cordon de police. Il serrait son cahier usé. Cet orphelin avait l'habitude d'aider les ouvriers du verger pour un petit salaire. Le matin avant la tragédie, il était lui-même aux alentours du verger. La nuit dernière, il n'avait pas osé parler, mais ses yeux gardaient quelque chose en mémoire. Le commandant Fournier remarqua Luc. Il savait que les enfants voyaient souvent des choses que les adultes ignoraient. Mais il ne voulait pas l'approcher tout de suite. Tout devait se faire lentement. À l'hôpital, les corps des victimes commençaient à être autopsiés. Les familles attendaient, le visage marqué par le chagrin. Certains se lamentaient, d'autres restaient silencieux, le regard vide. Ils venaient de diverses régions, Bretagne, Normandie, région parisienne, tous réunis par le même sort tragique. Pendant ce temps, au dispensaire local, Julien Martel était toujours alité, son corps faible. Il avait survécu uniquement parce que ce matin-là, il avait une allergie, mais la tristesse qui l'accablait était plus lourde que la douleur physique. Ses amis qui plaisantaient le matin même étaient tous partis. Ses larmes coulaient sans cesse. Ses pleurs faisaient baisser la tête aux infirmières. Le commandant Fournier vint voir Julien. Il s'assit au bord du lit. Sa voix était douce. « Je sais que c'est dur, Julien. Mais ce que tu as vu ce matin-là peut aider beaucoup de gens. Ta mémoire est vitale pour tes amis. » Julien se tut, s'essuyant le visage. Il essaya de se souvenir. Ce matin-là, ils avaient mangé les restes froids de la veille au petit déjeuner. Il avait mangé à la hâte. Puis un petit insecte était entré dans sa bouche sans qu'il s'en rende compte. Après cela, son corps était devenu fiévreux, sa peau le démangeait. Il avait vomi, puis ses amis l'avaient emmené au dispensaire. Mais avant de partir, il y avait une chose qu'il avait entendue.
Le bruit d'un couvercle de marmite qu'on tapotait doucement. Au début, il avait cru que c'était le vent, mais il avait ensuite entrevu l'ombre d'une personne passer devant la fenêtre de la cuisine, portant un chapeau sombre. Il n'avait pas bien vu le visage, mais ses pas étaient rapides. Le commandant Fournier prit des notes. C'était un détail crucial. Il savait que chaque ombre, chaque petit bruit pouvait être une clé. Si quelqu'un était vraiment entré dans la cuisine pendant qu'elle était vide, alors le poison n'était pas arrivé là tout seul. Une main Y avait mis. Pendant que l'enquête se poursuivait, les rumeurs s'intensifiaient. Certains parlaient d'une vengeance surnaturelle. D'autres accusaient les travailleurs d'avoir apporté une malédiction de leur région d'origine. Mais pour le commandant Fournier, la vérité ne pouvait être trouvée qu'à travers les faits. Il ne croyait pas aux murmures occultes. Ce qui était réel, c'étaient les restes de potée, la marmite, et le témoin encore en vie. Dans un coin de la cour, Madame Sylvie Dubois était toujours assise, affaiblie. Elle se lamentait doucement. Ses enfants étaient comme ma famille. Mais son regard se tournait parfois vivement vers les gendarmes. Le commandant Fournier écrivit une petite note. Émotion non sincère. À surveiller de plus près. La nuit tomba, le hameau de Valbrume était encore rempli de peur. Les gens se rassemblèrent dans la petite chapelle pour prier. Au milieu de ces prières, une question majeure flottait dans l'air. Si ce n'était pas un accident, alors qui avait eu le cœur de répandre la mort dans la marmite de potée? Cet après-midi-là, les rayons du soleil déclinaient vers l'ouest. L'ombre des noyers s'étendait longuement sur le sol humide. L'atmosphère à Valbrume était encore tumultueuse. Après la découverte des cadavres dans la grange, les habitants s'étaient rassemblés en plusieurs couches derrière le cordon de police. Les pleurs se mêlaient aux prières. On entendait parfois les cris hystériques des familles reconnaissant le visage d'un être cher parmi les corps gisants. Au milieu de cette atmosphère, une vieille voiture s'arrêta près de l'entrée du verger. Une femme portant un foulard usé en descendit. Sa démarche était chancelante, son visage pâle, ses yeux bouffis. C'était Madame Sylvie Dubois, la propriétaire de la Noiret, connue de tous comme une figure bienveillante. Les habitants qui la virent se mirent à chuchoter. Certains disaient « la pauvre », d'autres baissaient simplement la tête. Pendant des décennies, Madame Dubois avait été un pilier du village. Elle distribuait souvent des noix gratuitement aux voisins dans le besoin, assistait assidûment à la messe, et aidait même à payer les frais de scolarité des enfants en difficulté. Comment une telle tragédie pouvait-elle se produire sur ces terres? Alors qu'elle s'approchait de la grange, Madame Dubois s'effondra soudainement au sol. Ses mains frappaient sa poitrine, sa voix était rauque. « Oh mon Dieu, mes enfants, pourquoi tout cela ?» Ces hurlements firent pleurer de nombreuses personnes. Quelques femmes du village s'approchèrent, essayant de la soutenir pour qu'elle ne s'évanouisse pas. Mais au milieu de ses pleurs, le commandant Lucas Fournier observait attentivement. Il se tenait non loin, notant chaque détail dans son esprit. Les pleurs de Madame Dubois étaient forts, voire vibrants, mais ses yeux étaient secs. Pas une seule larme ne coulait. De temps en temps, la femme jetait un coup d'œil vers les gendarmes. Son regard était rapide, mais clair, comme si elle observait leur réaction. Fournier prit une longue inspiration. En lui-même, il nota « pleurs trop bruyants ». Non sincères. Il écrivit brièvement dans le petit carnet qu'il portait toujours. Pour les autres, ces pleurs pouvaient sembler normaux, mais pour un enquêteur expérimenté, un décalage entre le son et les larmes était suspect. La nuit commençait à tomber, des lampes tempêtes furent allumées pour éclairer les lieux. L'équipe scientifique travaillait d'arrache-pied, photographiant, mesurant et collectant des preuves. L'odeur pestilentielle était toujours piquante, mêlée à l'arôme de la terre humide. Les habitants restaient derrière le cordon de police. Certains regardaient encore Madame Dubois, maintenant assise sur une chaise en osier. Son visage était couvert par son foulard. Le commandant Fournier s'approcha lentement. Il la salua d'une voix douce, essayant de maintenir le calme. « Madame, je sais que c'est difficile, mais nous avons quelques questions à vous poser. Qui détient habituellement la clé du cellier où sont stockées les provisions ?» Cette question fit taire Madame Dubois un instant. Elle déglutit, puis répondit d'une voix tremblante. « C'est moi qui ai la clé, personne d'autre. » Fournier nota rapidement. La réponse était simple, mais elle soulevait justement plus de questions. Si seule Madame Dubois détenait la clé, comment le poison avait-il pu se retrouver dans la cuisine? Il ne posa pas plus de questions cette nuit-là. Il savait que le bon moment viendrait. D'un autre côté, l'atmosphère au village devenait de plus en plus tendue. Les familles des victimes criaient les noms de leurs proches emportés dans les housses noires.
Une jeune femme s'évanouit en voyant le visage sans vie de son mari. Un petit garçon hurlait, cherchant son père. Les voisins tentaient de les calmer. Mais une si grande douleur était difficile à contenir. Madame Dubois restait assise sur sa chaise, serrant fermement son foulard. De temps en temps, elle se lamentait doucement. Mais pour le commandant Fournier, plus il l'observait, plus ses soupçons se renforçaient. Des pleurs sans larmes, des regards furtifs vers la police, et l'aveu qu'elle était la seule à détenir la clé du cellier. Tout cela constituait des notes importantes. Cette nuit-là, l'atmosphère du village se transforma en un brouillard de deuil. Les gens se rassemblèrent dans la petite chapelle, lisant des prières ensemble. Les enfants étaient tenus à l'écart de la grange. Les histoires circulaient rapidement. Certains parlaient d'intoxication alimentaire. D'autres d'une intervention surnaturelle. Et certains commençaient à oser murmurer, c'est peut-être l'œuvre de l'homme. Dans le petit local servant de poste de commandement, le commandant Fournier rédigea son rapport initial. Il souligna 3 points. Premièrement, 25 victimes mortes avec les mêmes symptômes, rapides et simultanés. Deuxièmement, les restes de nourriture, en particulier la potée, devaient être analysés en laboratoire. Troisièmement, les émotions de Madame Sylvie Dubois devaient être surveillées de près. Il ferma son carnet usé puis regarda vers la grange, toujours entourée du ruban jaune. En lui-même, il se dit, la vérité ne restera pas cachée longtemps. De fausses larmes peuvent tromper un moment, mais les faits parleront plus fort. La nuit s'installait lentement sur Valbrume. Les lumières des maisons vacillaient. Le son des grillons s'élevait des buissons. Mais autour de la grange de la Noiret, l'agitation persistait. Gendarmes, médecins légistes et habitants étaient toujours rassemblés. Les housses mortuaires avaient été emmenées à l'institut médico-légal, mais le ruban jaune entourait toujours la grange. Le commandant Fournier était assis au bureau de fortune installé comme poste de commandement. Les rapports arrivaient un par un. Il lut attentivement la liste des saisonniers. Le nombre enregistré était de 26 personnes, mais les corps trouvés n'étaient que 25. Le front de Fournier se plissa. Une personne manque. Qui a disparu? Il ordonna immédiatement à ses hommes de croiser les noms avec les familles respectives. Peu de temps après, un gendarme arriva avec la nouvelle. Le nom manquant était celui de Julien Martel, un jeune ouvrier originaire de Bretagne. Mais Julien n'avait pas disparu. Il était alité au dispensaire local, malade. Fournier se leva aussitôt. Il savait que ce n'était pas une coïncidence. Une personne sur 26 avait survécu, et cette personne se trouvait justement loin de la grange au moment de la tragédie. Cela pouvait être la clé majeure. Il se précipita vers le dispensaire, accompagné de 2 agents. Dans la petite chambre peinte en blanc, Julien était allongé faiblement sur un lit en métal. Son corps était encore couvert de plaques rouges dues à l'allergie. Sa respiration était parfois haletante. Une infirmière était assise à côté de lui donnant doucement ses médicaments. En voyant les gendarmes arriver, l'infirmière s'écarta pour leur laisser la place. Fournier s'approcha d'un pas calme. Il s'assit au bord du lit, regardant le visage pâle de Julien. Sa voix était douce. « Julien, je sais que c'est difficile. Tes amis sont partis. Mais ce que tu as vu ce matin-là peut nous aider à trouver la vérité. Ta mémoire est vitale pour eux. » Les larmes de Julien se mirent à couler. Sa voix se brisa. « C'est impossible, monsieur. Ce matin encore, nous plaisantions. Ils étaient tous en bonne santé. Pourquoi eux? Pourquoi pas moi? » Ses pleurs étaient déchirants. Fournier lui tapota doucement l'épaule pour lui donner du courage. Une fois ses pleurs un peu calmés, Julien commença à raconter. Ce matin-là, ils avaient mangé les restes froids de la potée de la veille. Il avait mangé à la hâte. Sans s'en rendre compte, un petit insecte était entré dans sa bouche. Quelques minutes plus tard, sa poitrine était devenue brûlante, sa peau le démangeait, son corps s'était affaibli. Ses amis avaient paniqué et l'avaient emmené au dispensaire. C'est pourquoi il n'avait pas déjeuné avec les autres. Fournier notait tout. Puis il demanda doucement, « Avant qu'on t'emmène au dispensaire, as-tu vu quelque chose dans la cuisine ?» Julien s'essuya le visage, essayant de se souvenir. Il dit, « J'ai entendu le bruit d'un couvercle de marmite qu'on tapotait doucement. Au début, j'ai cru que c'était le vent, mais ensuite j'ai vu l'ombre d'une personne passer devant la fenêtre de la cuisine. Elle portait un chapeau sombre. Je ne sais pas qui c'était. Après ça, j'étais trop faible. Et mes amis m'ont emmené. » Fournier regarda Julien dans les yeux. C'était un détail crucial. Le bruit de la marmite et l'ombre d'une personne au chapeau.
Cela signifiait que quelqu'un s'était approché de la cuisine pendant qu'elle était vide. Quelqu'un qui y avait peut-être mis quelque chose. Pour assurer sa sécurité, Fournier ordonna immédiatement à un gendarme de monter la garde devant la chambre de Julien. Il savait que si c'était bien un meurtre, Julien pourrait être la prochaine cible, car il était le seul à pouvoir encore parler. Pendant ce temps, à l'extérieur du dispensaire, la nouvelle de la survie de Julien se répandit. Les habitants chuchotaient, il y a un ouvrier qui a survécu. Certains disaient qu'il avait eu de la chance. D'autres qu'il était protégé par Dieu. Mais pour le commandant Fournier, ce n'était pas une question de chance, c'était une question de fait. Et ces faits reposaient maintenant sur un jeune homme affaibli, luttant encore contre le sentiment de culpabilité. La nuit s'avançait, mais le poste de commandement de la gendarmerie restait actif. Fournier nota dans son petit carnet, 25 morts, un survivant. Le survivant n'a pas participé au déjeuner. Il y a eu un bruit de marmite. Il y a eu l'ombre d'une personne au chapeau. Toutes ces pièces commençaient à former un schéma. Mais il savait aussi que le chemin vers la vérité était encore long. Qui avait accès à la cuisine? Qui détenait la clé du cellier? Qui savait que la cuisine était vide à ce moment-là? Tout devait être exploré. Et Fournier était conscient que chaque pas pouvait être dangereux, car le coupable ne voulait certainement pas que la vérité éclate. À l'extérieur du dispensaire, l'air nocturne était humide. Les lampadaires éclairaient un léger brouillard suspendu. Fournier se tint un instant, regardant le ciel sombre. En lui-même, il se dit, tant que Julien respire, l'espoir de découvrir la vérité existe. Mais il savait aussi que protéger la vie de Julien équivalait à protéger la dernière porte menant à la réponse. Le matin au dispensaire local de Valbrume s'écoulait lentement. L'air était encore humide après la brève averse de la nuit. Derrière la vitre embuée, la lumière du soleil tentait de percer, mais de fins nuages la voilaient. Dans une chambre simple, Julien Martel était allongé, faible. Ses éruptions allergiques commençaient à s'estomper grâce aux médicaments, mais son visage restait pâle, son regard vide. Un gendarme montait la garde devant la porte de sa chambre. Sa chaise était placée en plein milieu du couloir. Il avait reçu l'ordre direct du commandant Fournier de ne laisser personne entrer sans autorisation. Ce témoin est trop important, pensa Fournier. Si Julien disparaissait ou était blessé, le mystère des 25 vies fauchées pourrait être enterré à jamais. Le commandant Fournier entra dans la chambre d'un palan. Il portait son carnet usé et un stylo dont l'encre s'épuisait. S'asseyant au bord du lit, il regarda Julien avec empathie. Sa voix était calme. « Julien, je ne veux pas te forcer, mais tes souvenirs sont très précieux. Essaie de me raconter à nouveau, doucement, ce que tu as vu et entendu ce matin-là, avant qu'on t'emmène au dispensaire. » Julien prit une profonde inspiration, ses mains tremblaient en s'essuyant le visage. Sa voix était faible, presque un murmure. « Ce matin-là, on a déjeuné frugalement. Les restes froids de la potée de la veille. J'ai mangé à la hâte. Je n'ai pas remarqué le petit insecte qui est entré dans ma bouche. Après ça, j'ai eu chaud à la poitrine, la peau m'a démangé, j'ai vomi. Mes amis ont paniqué. Ils ont dit que je devais aller au dispensaire tout de suite. » Il s'arrêta un instant, déglutit, puis continua. Léa Bonnet, à ce moment-là, a dit qu'elle voulait aller au marché acheter de l'huile, du sucre et du thé. Elle est sortie vers 9h moins le quart, donc la cuisine était vide. J'étais encore allongée sur ma natte, faible, incapable de me lever. C'est là que j'ai entendu le bruit d'un couvercle de marmite qu'on tapotait doucement. Le commandant Fournier se pencha en avant. Ses yeux étaient sérieux. Le bruit d'un couvercle de marmite? Es-tu sûr que ce n'était pas le vent? Julien secoua doucement la tête. Au début, j'ai cru que c'était le vent, mais quelques secondes plus tard, j'ai vu l'ombre d'une personne passer devant la fenêtre de la cuisine. Elle portait un chapeau sombre. Elle marchait vite. Je n'ai pas bien vu qui c'était. Mes yeux commençaient aussi à voir trouble. Après ça, on m'a emmené au dispensaire. Fournier nota rapidement. Cuisine vide pendant environ 20 minutes. Léa partit au marché. À ce moment-là, bruit de marmite et ombre au chapeau sombre. Ces faits renforçaient ses soupçons. Il savait que le poison n'était pas venu tout seul. Une main humaine Y avait déposé. Pendant ce temps, à la maison principale du domaine, Madame Sylvie Dubois était assise, affaiblie, sur un banc en osier. Quelques voisins lui tenaient compagnie. Ses yeux étaient bouffis, son visage pâle. De temps en temps, elle se lamentait, disant que ses travailleurs étaient comme ses propres enfants. Mais le commandant Fournier, venu la voir, ne se laissa pas émouvoir.
Il demanda d'une voix neutre, « Madame, j'ai besoin de la clé du cellier. Qui, à part vous, a eu accès à cette clé ces derniers temps ?» Madame Dubois déglutit, sa voix tremblait. « C'est moi qui ai la clé, personne d'autre. Pourquoi me demandez-vous cela ?» Fournier la regarda droit dans les yeux. Parce que la clé détermine qui pouvait toucher aux provisions sans surveillance. Cette question jeta un froid. Les habitants assis alentour se regardèrent, perplexes. Mais Fournier ne continua pas. Il prit juste note puis se leva lentement. Dans son esprit, il devenait de plus en plus clair que le chemin vers la vérité passait par ceux qui avaient accès à la cuisine et au cellier. D'un autre côté, un jeune garçon maigrelet nommé Luc observait la scène de loin. L'enfant de 12 ans serrait son cahier usé. Il s'approcha d'un jeune gendarme et murmura doucement. « Monsieur, ce matin-là, j'ai vu une voiture blanche arrêtée près du cellier. Il y avait un grand homme avec des lunettes qui est descendu, comme M. Frédéric. » Le jeune gendarme rapporta immédiatement l'information à Fournier. Fournier acquiesça lentement. Son esprit fit immédiatement le lien avec le nom qui le dérangeait depuis le début. Frédéric Dubois, le fils unique de Madame Sylvie Dubois. Le jeune homme n'était apparu qu'après les faits, le visage calme, bien habillé, prétextant qu'il avait passé la journée à Bordeaux. Mais pour Fournier, quelque chose de trop parfait était justement suspect. Cette nuit-là, le poste de commandement de la gendarmerie était en pleine effervescence. L'équipe scientifique arriva avec ses mallettes d'équipement. Ils photographièrent, marquèrent et collectèrent les restes de nourriture. La marmite de potée contenant encore des restes fut saisie avec des gants doubles puis scellés. La poêle et les bols de soupe furent également sécurisés. Tout cela serait emmené au laboratoire. Fournier donna des ordres clairs. Prenez tous les restes de la potée. Ne manquez aucun fragment sur le bord de la marmite. S'il y a du poison, c'est très probablement par là qu'il est entré. Pourquoi la potée? Parce que tout le monde en mangeait. Si le poison était inodore et incolore, il n'aurait rien suspecté. À l'extérieur, les habitants étaient toujours rassemblés. Certains récitaient des prières, d'autres ne faisaient que chuchoter, le visage empli de peur. Ce village, habituellement si paisible, semblait maintenant piégé dans un brouillard de mystère. Les gens commençaient à avoir peur de manger ensemble. Ils craignaient que la tragédie ne se répète. Au dispensaire, Julien était toujours alité. Des larmes coulaient doucement sur ses joues. Il se souvenait des visages de ses amis qui, le matin même, souriaient encore. Maintenant, ils étaient tous partis. Il se sentait coupable d'avoir survécu. Mais d'un autre côté, il savait qu'il était le seul à pouvoir raconter ce qui s'était réellement passé. Le commandant Fournier se tenait devant la fenêtre, regardant la nuit humide. En lui-même, il murmura, « Cette vérité est fragile, mais tant que Julien est en vie, il y a de l'espoir. » Cependant, il était aussi conscient que l'ombre au chapeau sombre n'allait pas s'arrêter là. Tant que le témoin serait là, le danger rôderait toujours. La nuit tombait lentement sur Valbrume. Un léger brouillard s'accrochait aux branches des noyers, comme pour panser la plaie qui venait de s'ouvrir. Mais pour le commandant Lucas Fournier, cette nuit n'était pas faite pour dormir. Il était assis au poste de commandement de fortune, éclairé par une lampe à pétrole et entouré de dossiers. Son esprit repassait sans cesse l'histoire de Julien, le bruit de la marmite et l'ombre au chapeau sombre. Ces petites pièces flottaient encore, sans former une image complète. Au milieu de cette agitation, un jeune gendarme entra, amenant un garçon maigrelet. Ses vêtements étaient usés, ses mains serraient fermement un cahier. C'était Luc, l'orphelin qui, depuis son enfance, aidait les saisonniers pour gagner de quoi s'acheter à manger. Le jeune gendarme murmura, « Commandant, ce garçon dit qu'il a vu quelque chose le matin avant les faits. » Fournier regarda Luc, puis esquissa un léger sourire pour le rassurer. Il savait qu'un enfant de cet âge pouvait être effrayé s'il était interrogé durement. Il se pencha pour être à sa hauteur et demanda doucement, « Luc, qu'as-tu vu ?» Luc déglutit. Sa voix était fluette, presque noyée par les bruits de la nuit. « J'ai vu une voiture blanche arrêtée près du cellier. Il y a un grand homme avec des lunettes qui est descendu un moment. Sur la vitre arrière de la voiture, il y avait un autocollant avec la lettre A. Après ça, j'ai vu cet homme marcher vite vers la cuisine. » Le commandant Fournier se redressa. Il savait de qui il s'agissait. Dans ce village, il n'y avait qu'une seule voiture blanche avec un autocollant A sur la vitre arrière. C'était celle de Frédéric Dubois, le fils unique de Madame Sylvie Dubois. Fournier regarda à nouveau Luc. « En es-tu sûr ?» Le garçon hocha doucement la tête, puis serra son cahier plus fort. « J'ai peur, monsieur. »
Mais je l'ai vraiment vu. Le jeune gendarme tapota l'épaule de Luc pour lui donner du courage. Fournier écrivit une note brève dans son carnet. Voiture blanche avec autocollant, A. Grand homme avec lunettes. L'ombre au chapeau sombre près de la fenêtre de la cuisine. Tout commençait à converger vers la même personne. Mais Fournier ne voulait pas se précipiter. Il savait que les soupçons ne suffisaient pas. Il fallait des preuves qui tiennent devant un tribunal. Il regarda Luc avec reconnaissance. Merci, petit. Tu es très courageux. Tout le monde n'ose pas parler. Après que Luc fut reparti, le poste de commandement redevint silencieux. Fournier ouvrit une petite carte du village dessinée à la hâte sur un papier. Il marqua l'emplacement du cellier, de la grange, et du petit chemin où la voiture aurait pu s'arrêter. La distance entre le cellier et la cuisine n'était pas grande. Suffisante pour que quelqu'un prenne quelque chose et revienne avant que d'autres ne s'en rendent compte. À la maison principale, Madame Sylvie Dubois était toujours assise sur sa chaise en osier, accompagnée de quelques voisins. Son visage restait pâle. De temps en temps, elle se lamentait doucement. Mais pour Fournier, ses pleurs semblaient de jour en jour plus fades. Il écrivit une nouvelle note, pleurs bruyants sans larmes. Clé du cellier détenue uniquement par la mère. Le fils a une voiture blanche avec un A. Toutes ces notes s'accumulaient. Pendant ce temps, Frédéric Dubois n'était apparu qu'à la tombée de la nuit. Il était arrivé avec une chemise propre. Cheveux peignés, visage calme. Il affirmait avoir été à Bordeaux toute la journée. Il avait une preuve, un reçu de café et une note d'hôtel. Mais pour Fournier, quelque chose de trop parfait éveillait la suspicion. Les gens vraiment innocents sont généralement gauches, confus ou agités. Frédéric, au contraire, était trop préparé. Fournier ne l'affronta pas directement. Il savait que chaque étape devait être calculée. Une erreur pouvait faire fuir le coupable ou faire disparaître les preuves. Il se contenta d'observer de loin, notant chaque mouvement. Frédéric parla brièvement à quelques habitants, puis s'assit à côté de sa mère. Son visage était impassible, comme s'il n'était pas ébranlé par la tragédie qui venait de coûter la vie à 25 personnes sur le domaine familial. Au dispensaire, Julien était toujours faible. Il avait entendu dire qu'un petit garçon avait vu une voiture blanche près du cellier. Ses larmes coulèrent à nouveau. Il dit doucement aux gendarmes qui le gardaient, « Ce matin-là, j'ai vraiment entendu le bruit de la marmite. Si quelqu'un est vraiment entré, ce doit être quand j'étais déjà faible. Mes amis ne savaient rien. Ils ont juste mangé comme d'habitude. » Le gendarme nota brièvement, puis rapporta à Fournier. Ce fragment d'information renforçait l'image. Il y avait eu un laps de temps où la cuisine était vide. Il y avait eu un bruit de marmite. Une ombre au chapeau. Une voiture blanche avec un autocollant, A. Toutes ces pièces commençaient à s'emboîter. Mais Fournier savait que les preuves orales ne suffisaient pas. Il lui fallait une trace matérielle. Alors, cette nuit-là, il ordonna à son équipe d'inspecter à nouveau le cellier et les environs de la maison principale. Chaque coin fut examiné, chaque objet photographié. Dans un coin de l'étagère à provisions, on trouva un petit sac en plastique contenant des granulés violets. La police le scella immédiatement comme pièce à conviction. Fournier regarda fixement le sac. Il savait très bien que cette couleur n'était pas ordinaire. C'était un pesticide dangereux. La nuit était avancée, mais les yeux de Fournier restaient vifs. Il regarda la pièce à conviction dans sa main, puis ferma son carnet usé avec une phrase décisive. La vérité commence à avoir un visage. L'aube venait à peine de se lever sur Valbrume. La rosée perlait encore sur les feuilles et l'herbe. Le chant d'un coq résonnait au loin. Mais dans la cour de la Noiret de Madame Sylvie Dubois, l'atmosphère était différente. Le ruban jaune entourait toujours la grange et l'odeur résiduelle de putréfaction piquait encore le nez de quiconque passait par là. Le commandant Lucas Fournier arriva tôt ce matin-là. Ses yeux semblaient fatigués, mais sa détermination était intacte. Il tenait un petit thermos de café et son carnet usé, couvert d'annotations de la nuit. Pour lui, cette affaire devait être résolue comme un puzzle, pièce par pièce. Peu après, une voiture de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRKIN, s'arrêta dans la cour. Plusieurs techniciens en combinaison blanche descendirent, transportant des mallettes d'équipement. Ils se dirigèrent immédiatement vers la grange et la cuisine, prélevant des échantillons de la potée, de la soupe et des restes de vomissures des victimes encore présents sur le sol. Tout fut mis dans des sacs à preuve avec précaution, puis étiqueté et numéroté. Fournier observait attentivement.
Il savait que la réponse principale se trouvait dans ces échantillons de nourriture. Si le poison était bien là, le laboratoire le révélerait. Il donna des instructions, l'échantillon de la potée est la priorité absolue. Tout le monde en a mangé, donc si le poison est entré par là, personne n'a pu y échapper, sauf ceux qui n'ont pas mangé. Pendant que l'équipe scientifique travaillait, les habitants continuaient d'affluer. Ils se tenaient derrière le cordon de police, chuchotant, le visage inquiet. Certains croyaient encore à une intoxication alimentaire. D'autres disaient que c'était l'œuvre d'esprits malins. D'autres encore commençaient à oser dire qu'il y avait une main humaine derrière tout ça. Mais personne n'osait parler fort. À la maison principale, Madame Sylvie Dubois était assise, affaiblie, sur sa chaise en osier. Visage pâle, foulard en désordre. Quelques voisins l'accompagnaient, tentant de la réconforter. Mais le commandant Fournier, qui s'approchait, ne se laissa pas submerger par la pitié. Il demanda sèchement, « Madame, nous avons trouvé des granulés violets dans le cellier. Savez-vous ce que c'est » Madame Dubois déglutit. Ses yeux clignèrent rapidement, sa voix tremblait. « Je ne sais pas, monsieur le commandant. Ce cellier sert uniquement à stocker des provisions. Ces granulés appartiennent peut-être aux ouvriers. Ils gardent toutes sortes de choses. » Fournier la regarda droit dans les yeux, sans ciller. « Madame, ce cellier était fermé à clé. C'est vous qui aviez la clé. Les ouvriers ne pouvaient pas y entrer sans votre autorisation. » Ces mots étaient neutres mais incisifs. Madame Dubois baissa la tête, triturant le bord de son vêtement. Pas de réponse. Pendant ce temps, au dispensaire, Julien Martel pouvait maintenant s'asseoir. Bien que son corps soit encore faible. Il était toujours gardé de près par un gendarme. Chaque fois qu'il pensait à ses amis, ses larmes coulaient sans cesse. Mais lorsque la police vint lui redemander des détails sur l'incident, il s'efforça de répondre. Sa voix était rauque mais ferme. « Je suis sûr que quelqu'un est entré dans la cuisine. J'ai entendu le bruit du couvercle de la marmite qu'on tapotait. J'ai vu une ombre avec un chapeau à la fenêtre. » Ce témoignage fut consigné soigneusement. Il y avait maintenant 2 sources qui pointaient vers la même chose. Julien qui avait entendu le bruit de la marmite et vu l'ombre, et Luc qui avait vu la voiture blanche avec l'autocollant, à près du cellier. Ces 2 témoignages resserraient le cercle des suspects. Le soir, l'appel du laboratoire arriva enfin. La voix à l'autre bout du fil était catégorique. Les échantillons de la potée, de la soupe et des vomissures des victimes montrent une concentration très élevée de carbamate. Identique au composé carbofurant, un pesticide inodore et incolore. Une fois dissous, l'activité enzymatique dans le sang des victimes a chuté drastiquement. Conforme à une intoxication aiguë. Le commandant Fournier raccrocha, puis resta longtemps debout devant la fenêtre du poste de commandement. Son poing se serra lentement. Toutes les pièces commençaient à former une image complète. Le poison avait été introduit dans la potée après sa cuisson. Cela signifiait que quelqu'un avait délibérément ouvert la marmite, versé le liquide, puis l'avait refermé. Il appela immédiatement ses hommes. Sécurisez à nouveau la grange. Cherchez une petite cuillère, un torchon de cuisine, et scellez le cellier. Prenez autant d'empreintes digitales que possible. N'oubliez pas la poignée de porte, le couvercle de la marmite et la fenêtre de la cuisine. L'ordre fut exécuté immédiatement. À l'extérieur du poste de commandement, les habitants étaient toujours attroupés. Ils commençaient à entendre la rumeur que du poison avait été trouvé dans la potée. Des cris d'effroi retentirent. Certains se remirent à pleurer. D'autres n'y croyaient pas. D'autres disaient, c'est une punition divine. Mais Fournier ne pensait pas aux murmures occultes. Pour lui, seuls les faits comptaient. Cette nuit-là, alors que toutes les preuves commençaient à s'accumuler, Fournier écrivit une note en majuscule dans son carnet. Poison prouvé dans la potée. Cuisine vide pendant environ 20 minutes. Il y a une ombre au chapeau. Il y a une voiture blanche avec autocollant, A. Toutes les lignes convergeaient maintenant vers une seule famille. Mais il savait que le chemin était encore long, les preuves devaient être plus solides, des aveux devaient être obtenus, et le témoin devait rester en vie. Car tant que Julien respirait, la vérité avait une voix. La nuit tomba rapidement sur Valbrume. Les rares lampadaires n'éclairaient que partiellement les ruelles du village. Le reste était plongé dans l'obscurité et un léger brouillard. Au dispensaire local, l'atmosphère était plus tendue que d'habitude. Un gendarme était assis sur une chaise devant la porte de la chambre de Julien Martel. Ses yeux étaient vigilants, sa main non loin de la crosse de son arme. Il savait que ce témoin n'était pas seulement impatient,
mais une vie à protéger. Dans la chambre, Julien pouvait maintenant s'asseoir, adossé au lit en métal. Son corps était encore faible, mais son esprit commençait à s'éclaircir. Il restait souvent silencieux, pensant au visage de ses amis disparus. Parfois, ses larmes coulaient sans un bruit. Il murmurait de temps en temps, « Pourquoi pas moi ?» Vers 21h, le couloir du dispensaire, habituellement désert, résonna de pas lents. Une femme en uniforme d'infirmière apparut, portant un petit plateau avec une seringue. Son visage était couvert d'un masque, ses cheveux partiellement cachés sous une charlotte blanche. Elle s'approcha d'un pas rapide, comme si elle était pressée. Le gendarme de garde se leva immédiatement. « Où allez-vous » La femme répondit brièvement. Sa voix était faible. « Injection. Calmant. Le patient est agité. » Le gendarme fronça les sourcils. « Montrez-moi l'ordonnance du médecin. » La femme devint soudain nerveuse. Ses yeux allaient de gauche à droite. Sa main tremblait légèrement. Le gendarme leva la main, arrêtant la progression de la femme. « L'ordonnance. J'ai besoin de voir l'ordonnance. » La femme déglutit, puis fit soudainement demi-tour et courut vers le couloir. Le gendarme la poursuivit instinctivement, mais le couloir étroit et rempli de portes lui compliqua la tâche. La femme disparut au tournant. Elle ne laissa derrière elle qu'un petit flacon tombé du plateau. Le flacon heurta le sol, roula, son étiquette était clairement lisible. Diazépam, un sédatif puissant. Le gendarme ramassa immédiatement le flacon avec un gant et rapporta rapidement par radio. Commandant, une intruse déguisée en infirmière avec un sédatif. Elle a failli entrer dans la chambre du témoin. Peu de temps après, le commandant Fournier arriva au dispensaire. Son visage était dur, ses yeux fixaient intensément le petit flacon, maintenant scellé comme pièce à conviction. Sa voix était grave, pleine de colère. Quelqu'un veut faire taire Julien. Que ce soit par la douceur ou par la force. L'important est qu'il ne parle pas. Julien, qui avait entendu la conversation, tremblait. Son visage était pâle, sa voix rauque. « Monsieur, ne les laissez pas me tuer. Je me souviens encore de cette ombre. Je peux encore raconter. » Ses larmes coulaient abondamment. Fournier s'assit à côté de lui tapotant doucement l'épaule. « Tu n'es pas seul, Julien. Nous allons te protéger. Ce que tu veux raconter, raconte-le. Ce pourquoi tu n'es pas encore prêt, garde-le, ce n'est pas grave. Mais souviens-toi d'une chose, cette vérité a besoin de toi pour tenir debout. Sans toi, la voix de ceux qui sont partis ne sera jamais entendue. » Julien hocha doucement la tête, ses lèvres tremblaient. « Je vais parler, monsieur. Je me souviens que l'ombre à la fenêtre portait un chapeau. Je me souviens du bruit de la cuillère heurtant le couvercle de la marmite. Faible, mais clair. » Fournier nota, puis donna des instructions rapides. Ce soir même, Julien est transféré dans un lieu sûr. Personne ne doit savoir où, sauf l'équipe principale. Le circuit de livraison de nourriture est changé. Le nom de Julien est camouflé dans les dossiers. Il ne doit y avoir aucune faille. Tous les membres acquiescèrent sérieusement. Ils savaient que l'enjeu était vital. Pendant ce temps, à l'extérieur du dispensaire, quelques habitants étaient encore assis au café. Ils avaient entendu une vague rumeur selon laquelle un étranger rôdait. Les chuchotements commencèrent à se répandre. Certains disaient que c'était une vraie infirmière. D'autres que c'était un tueur à gages. Mais une chose était claire, le village était de plus en plus envahi par la peur. À la maison du domaine, Madame Sylvie Dubois était toujours assise, le visage. Le texte s'arrête ici, mais je vais continuer sur la base de la structure précédente. Lasse, et son fils Frédéric se tenaient à côté d'elle. Il parlait brièvement avec quelques personnes. Son regard se tournait de temps en temps vers la route du village, comme s'il attendait quelque chose. Le commandant Fournier, qui observait de loin, écrivit une nouvelle note. Attitude trop calme, trop soignée, anormale. Cette nuit-là, avant de retourner au poste de commandement, Fournier se tint un moment sur le perron du dispensaire. Il regarda le ciel sombre et sans étoiles. En lui-même, il se dit, chaque pas nous rapproche du vrai visage de cette tragédie. Mais plus nous nous approchons, plus les ombres tenteront de la recouvrir. Ce matin-là, le ciel de Valbrume était gris. La pluie de la nuit avait laissé de petites flaques sur les chemins de terre. Les habitants hésitaient encore à sortir de chez eux. La plupart préféraient rester à l'intérieur. La peur était toujours palpable. Comme si l'air humide qui collait à la peau ne voulait pas disparaître.
Au poste de commandement de Fortune, le commandant Fournier était assis, le visage sérieux. Il venait de recevoir le rapport sur la tentative d'infiltration au dispensaire. Pour lui, c'était le signe clair que quelqu'un voulait vraiment faire taire Julien Martel. Et si quelqu'un était prêt à prendre un tel risque, cela signifiait que le mystère touchait à son cœur. Fournier ouvrit son dossier. Le nom qui revenait sans cesse était celui de Léa Bonnet. La jeune femme était la seule travailleuse à avoir quitté la cuisine le matin avant la tragédie. Elle était allée au marché acheter de l'huile, du sucre et du thé. C'est à ce moment-là que la cuisine était vide. Et c'est ce moment que Julien avait décrit comme celui où le bruit de la marmite s'était fait entendre. Ce matin-là, Léa fut donc convoquée au poste de commandement. Elle arriva, le visage pâle, vêtue simplement, un foulard en désordre. Ses mains tremblantes serraient un sac tressé. Fournier l'invita à s'asseoir puis demanda doucement « Mademoiselle Bonnet, pouvez-vous nous raconter à nouveau le déroulement de cette matinée ?» Léa baissa la tête, sa voix tremblait. « Je suis partie au marché à 9h moins le quart. J'ai pris une voiture, j'ai acheté de l'huile, du sucre et du thé. Je suis restée peu de temps au marché, puis je suis rentrée à 9h20. Je suis retournée directement à la cuisine. À ce moment-là, la potée était dans la marmite. Tous les ouvriers attendaient déjà pour le déjeuner. Fournier la regarda fixement. Qui savait que vous alliez au marché? Léa se tut un instant, puis répondit faiblement. Tous les ouvriers le savaient. J'ai aussi prévenu Madame Dubois avant de partir. Donc, non seulement les ouvriers savaient que la cuisine était vide, mais aussi la propriétaire. Fournier nota rapidement. Le bruit de son stylo éraflait le carnet avec fermeté. Cela signifie que plus d'une personne savait que la cuisine était vide. Il hocha la tête puis conclut brièvement. Merci Léa. Vous pouvez y aller, mais ne quittez pas le village pour l'instant. Nous aurons peut-être encore besoin de votre témoignage. Après le départ de Léa, un gendarme entra précipitamment. Commandant, la voiture blanche de Frédéric Dubois vient d'être vue sur la route du village. Il s'est arrêté un instant à la maison principale. Fournier ferma son carnet et se leva. Il est temps de parler à cet individu. Quelques minutes plus tard, Frédéric apparut dans la cour de la maison. Son apparence était soignée, chemise propre, chaussures brillantes, son visage calme comme si de rien n'était. Il esquissa même un petit sourire en voyant les gendarmes s'approcher. Fournier s'avança vers lui d'un pas assuré. « Monsieur Dubois, pourrions-nous emprunter votre téléphone portable un instant pour une vérification de localisation ? Nous devons confirmer votre déclaration selon laquelle vous étiez à Bordeaux toute la journée. » Frédéric eut un sourire crispé. « Désolé, monsieur le commandant. J'ai laissé mon téléphone à la maison. » Son visage semblait calme, mais ses mains serraient le bord de sa chemise. Fournier le regarda d'un air neutre, sa voix basse. « Laissé à la maison, ou délibérément éteint ?» Frédéric se tut un instant, puis laissa échapper un petit rire. « Fade. Commandant, ce genre d'accusation est déplacé. Je ne suis qu'un simple gars du coin. Je ne comprends pas pourquoi. » Fournier ne répondit pas avec émotion. Il savait que la première défense était toujours des mots légers. Il hocha simplement la tête et dit sèchement « Monsieur Dubois, nous allons demander vos données de localisation de téléphone à l'opérateur. Si vous étiez vraiment à Bordeaux toute la journée, ces données vous sauveront. Sinon, ce sont elles qui parleront. » Le visage de Frédéric se tendit un instant avant de redevenir impassible. Il essaya de détourner l'attention en disant « Je veux juste que le nom de ma mère soit lavé de tout soupçon. S'il vous plaît, réglez ça rapidement. » Fournier observait attentivement son langage corporel. Un léger tremblement dans la jambe, les mains qui se serraient par intermittence, et un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Tous ces signes suffisaient à un enquêteur expérimenté pour nourrir des soupçons. Mais il savait que les soupçons ne suffisaient pas. Il fallait des preuves. Alors Fournier donna des instructions à ses hommes. Récupérez les données des bornes, BTS, du téléphone de Frédéric, vérifiez l'historique de déplacement de cette voiture blanche, et assurez-vous que tous les petits témoins comme Luc soient protégés. Parce que cet enfant avait vu quelque chose que tout le monde n'osait pas admettre. Le soir, le rapport préliminaire du laboratoire scientifique arriva. La voix au téléphone était claire. « Commandant, il y a de fortes indications de composés carbamates dans l'échantillon de potée. Forte suspicion de poison de type carbofurant. Les symptômes correspondent. Bouche écumante, convulsions, arrêt respiratoire rapide. » Fournier raccrocha, le visage dur. Il savait que, pièce par pièce, le puzzle commençait à s'assembler.
Le poison, la cuisine vide, le bruit de la marmite, l'ombre au chapeau, la voiture blanche avec l'autocollant « A ». Tout cela pointait vers le petit cercle familial de la propriétaire. Mais il savait aussi que plus il se rapprochait de la vérité, plus la résistance serait grande. Et cette nuit-là, il sentit que cette ombre commençait déjà à rôder. Ce jour-là, le ciel de Valbrume semblait lourd, des nuages gris étaient bas, comme s'il ajoutait à la pression sur le cœur des habitants, encore meurtris par le deuil. Mais à la gendarmerie de Sarlat, la salle d'enquête était en pleine ébullition. Le téléphone sonnait, l'imprimante crachait du papier, et l'écran d'ordinateur affichait les données tant attendues depuis la veille. Le commandant Lucas Fournier se tenait au milieu de la pièce. Ses yeux perçants fixaient l'écran. L'équipe informatique venait de recevoir la réponse officielle de l'opérateur téléphonique. Les données des bornes, BTS, du téléphone de Frédéric Dubois étaient enfin là. Un technicien lisait d'une voix ferme. « Commandant, le signal du téléphone a été enregistré sur la borne près de la Noiret entre 9h10 et 9h30 le matin des faits. Après cela, le signal a disparu, pour ne réapparaître dans la zone de Bordeaux que vers 13h35. » La pièce devint soudain silencieuse. Fournier prit une longue inspiration, puis ferma les yeux un instant. Cela signifiait que l'alibi de Frédéric, qui prétendait avoir été à Bordeaux toute la journée, venait de s'effondrer. Les faits numériques ne pouvaient être niés. Un autre agent ajouta un rapport de terrain. « Commandant. Un habitant a pris en photo la voiture blanche de Frédéric à un tournant de la route du village à 9h22 ce matin-là. La même voiture avec l'autocollant « A » sur la vitre arrière. » Fournier nota rapidement. Données BTS, photo de l'habitant, et témoignage de Luc qui avait vu la voiture blanche arrêtée près du cellier. Tout se renforçait mutuellement. L'ombre au chapeau sombre à la fenêtre de la cuisine, racontée par Julien, prenait désormais un contour bien plus clair. Cependant, il savait que les preuves techniques seules ne suffisaient pas. Il fallait une chaîne complète, le poison, l'accès au cellier, le moment où la cuisine était vide et qui se trouvait sur les lieux. Tout cela devait être assemblé pour qu'il n'y ait aucune faille au tribunal. Cet après-midi-là, le rapport complet du laboratoire scientifique arriva également. La voix du chercheur au téléphone était ferme. Échantillon de potée, de soupe et de vomissure. Concentration très élevée de carbamate, identique au carbofurant. Il y a des résidus identiques sur la face intérieure du couvercle de la marmite et sur une petite cuillère en acier inoxydable trouvée sur l'étagère de la cuisine. Conclusion préliminaire. Le poison a été introduit après la cuisson de la potée. Le commandant Fournier écoutait, la mâchoire serrée. Le poison est entré après la cuisson. Cela signifiait que l'auteur savait exactement quand la cuisine était vide. Il ouvrit son carnet, 9h moins le quart, Léa part au marché. Environ 20 minutes plus tard, on entend un bruit de marmite. Une ombre au chapeau est vue à la fenêtre. Et au même moment, la voiture blanche avec l'autocollant A s'arrête près du cellier. Ces pièces étaient maintenant presque complètes. Fournier regarda ses hommes. Sa voix était basse mais ferme. Nous devons protéger Julien encore plus étroitement. C'est le témoin clé. Si quelqu'un essaie de le faire taire, cela signifie que nous nous rapprochons du coupable. Ne laissez aucune faille. D'un autre côté, il savait que la résistance serait de plus en plus forte. L'usurier qui mettait la pression sur la famille propriétaire, la honte des dettes et l'ambition de couvrir le déshonneur. Tout cela pouvait être une raison pour quelqu'un de commettre l'impensable. Le soir même, il convoqua Frédéric Dubois à la gendarmerie. Le jeune homme arriva avec une chemise impeccable, le visage calme, accompagné d'un jeune avocat. Son sourire était mince, comme celui de quelqu'un qui pense pouvoir contrôler la situation. Fournier le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Dubois, les données des bornes montrent que votre téléphone se trouvait aux alentours de la Noiret entre 9h10 et 9h30 le matin des faits. Cela contredit votre déclaration selon laquelle vous étiez à Bordeaux toute la journée. » Le visage de Frédéric se tendit un instant. Puis il essaya de sourire. « J'ai peut-être fait un crochet rapide pour déposer quelque chose, mais je ne suis pas entré dans la cuisine. Je ne sais rien de ce poison. » Fournier n'était pas pressé. Il posa simplement la question la plus simple, mais la plus perçante. « Quelle marchandise avez-vous déposée, et qui vous l'avait demandé ?» Frédéric resta longtemps silencieux. Ses doigts tapotaient la table. Le rythme était chaotique. Son avocat tenta d'intervenir. Mais Fournier continua de le fixer droit dans les yeux, en silence, attendant. Ce silence était plus oppressant que des mots. À l'extérieur de la salle, le soleil commençait à se coucher. Le ciel était rouge et or.
clôturant une longue journée avec un énorme point d'interrogation. Au village, les habitants chuchotaient encore sur des bruits étranges venant de la grange vide. Mais le commandant Fournier, lui, ne croyait pas aux murmures occultes. Ce qui allait parler, c'étaient les faits. Et cette nuit-là, les faits commençaient clairement à montrer un visage. Le matin à Valbrume était encore enveloppé d'un léger brouillard. Le chant des oiseaux résonnait faiblement entre les noyers, comme pour tenter de ramener le calme perdu. Mais pour les gendarmes de garde, le calme n'était qu'une illusion. Ils savaient que plus ils se rapprochaient de la vérité, plus l'ombre de la menace grandissait. Le commandant Lucas Fournier se tenait dans la cour de la gendarmerie, regardant une voiture banalisée garée sur le côté. À l'intérieur, Julien Martel était assis, nerveux, le visage pâle. La nuit précédente, une femme déguisée en infirmière avait tenté d'entrer dans sa chambre avec une seringue de sédatif. C'était une raison suffisante pour le transférer dans un lieu plus sûr. Fournier tapota l'épaule de Julien avant le départ. « N'aie pas peur. Nous allons te protéger. Souviens-toi, tu es le seul à pouvoir parler pour tes amis. » Julien hocha la tête. Bien que ses lèvres tremblent, il baissa la tête, serrant un petit livre de prière qu'une vraie infirmière lui avait donné la veille. 2 voitures quittèrent lentement la cour de la gendarmerie. La première transportait Julien et 2 gendarmes armés. La seconde, une voiture de patrouille, suivait derrière en escorte. La route du village était encore humide ce matin-là. Quelques écoliers marchaient avec des cartables usés sur les épaules. Les gens se retournaient avec étonnement en voyant le convoi. À un virage étroit près des champs, 2 hommes en veste noire apparurent, chevauchant une moto. Leur plaque d'immatriculation semblait étrange, comme si elle avait été collée à la hâte. La moto suivit de loin, puis se rapprocha lentement. Le conducteur de la première voiture, un gendarme expérimenté, fut immédiatement sur ses gardes. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, remarquant le mouvement suspect. À l'approche du virage suivant, la moto accéléra soudainement, tentant de heurter le côté de la voiture. Le conducteur donna un léger coup de volant. La voiture tangua, mais ne perdit pas le contrôle. L'homme à l'arrière de la moto fouilla sa poche. Ce n'est pas une arme qui en sortit, mais une petite bouteille en verre. Il la lança sur l'asphalte juste devant la voiture. La bouteille se brisa, un liquide s'en échappa avec une odeur piquante qui prit au nez. Du gaz lacrymogène artisanal. De piètre qualité, mais suffisant pour semer la panique. Le conducteur ferma instinctivement les ventilations. La voiture continua d'avancer, bien que la visibilité soit légèrement réduite. De l'arrière, la voiture de patrouille alluma sa sirène. 2 agents armés sortirent leurs armes par la fenêtre et tirèrent des coups de semonce en l'air. Le son puissant résonna, faisant paniquer les motards. Le pneu arrière de la moto dérapa sur les graviers. Le véhicule vacilla et tomba. Les 2 hommes furent éjectés dans le champ. L'un courut à toutes jambes vers les cultures, mais fut rapidement attrapé après une courte poursuite. L'autre tomba dans un fossé, boitillant, puis fut également arrêté. Dans leurs poches, on trouva des couteaux pliants, des masques, et une enveloppe marron contenant de l'argent liquide. Dans l'enveloppe, un morceau de papier usé avec une inscription manuscrite, « Silence ou disparu ». Le numéro de téléphone de l'expéditeur était également noté sur le papier. La nouvelle de l'attaque parvint rapidement aux oreilles du commandant Fournier. Il reçut le rapport, la mâchoire serrée. Ses ordres furent brefs. Gardez ces 2 suspects. Obtenez tous leurs relevés d'appel de la semaine dernière. Personne ne doit s'échapper. À la gendarmerie, un bref interrogatoire fut mené. Les 2 hommes tentèrent de nier, mais leur visage était pâle. Sur le téléphone de l'un d'eux, on vit clairement des appels entrant d'un numéro qui apparaissait fréquemment avec le signal du téléphone d'un certain Le Marseillais. Un usurier dont le nom était déjà apparu à plusieurs reprises dans l'enquête. Fournier resta longtemps assis dans son bureau, regardant le grand tableau couvert de notes et de photos. Maintenant, la chaîne commençait à être claire. Frédéric Dubois était lourdement endetté. Madame Sylvie Dubois détenait la clé du cellier. Le poison était entré par la potée. Une tentative d'assassinat de masse avait eu lieu. Et lorsque le seul témoin vivant était apparu, quelqu'un avait immédiatement tenté de le faire taire, par la manière douce ou la manière forte. Au village, les habitants apprirent la nouvelle de l'attaque avec des visages encore plus inquiets. Certains commençaient à croire que cette tragédie n'était plus une simple intoxication, mais bien un acte humain. Au café, les chuchotements s'intensifiaient. Qui a pu faire ça? Pourquoi les tuer tous? Est-ce que c'est juste pour de l'argent?
Pendant ce temps, Julien fut transféré dans une maison sécurisée en périphérie de la ville. L'emplacement n'était connu que d'une poignée de personnes de l'équipe principale. Il était assis dans une chambre simple, accompagné d'un gendarme qui se relayait pour la garde. Cette nuit-là, il pria longtemps, demandant la force. Au fond de lui, il savait que sa vie était toujours traquée. Mais il savait aussi que la vérité ne pourrait triompher que s'il restait en vie. Le commandant Fournier se tenait sur la terrasse de cette maison sécurisée, regardant au loin le ciel nocturne. Le vent apportait l'odeur de la terre humide des champs environnants. En lui-même, il se dit, ce n'est plus une simple affaire de meurtre. Cela touche au cœur même de la peur du village. Et il se promit de ne pas s'arrêter tant que tous les fils de ce mensonge ne seraient pas coupés. Cet après-midi-là, le ciel de Valbrume était d'un orange pâle. Le soleil déclinait vers l'ouest. Ses rayons balayaient les noyers qui se balançaient doucement au vent. Mais l'atmosphère dans la noiret de Madame Sylvie Dubois était loin d'être calme. Le ruban jaune était toujours tendu et l'équipe scientifique était revenue avec une nouvelle mission. Trouver des preuves supplémentaires. Le commandant Fournier dirigeait personnellement la perquisition. Il ne voulait aucune faille. De ses années d'expérience, il savait que la vérité se cachait souvent dans les petits recoins insoupçonnés. Alors chaque étagère, chaque récipient, et même chaque tissu fut inspecté un par un. Dans le cellier, un agent trouva un petit sac en plastique transparent derrière une pile de sacs de provisions. Il contenait de petits granulés de couleur violette. Fournier s'approcha immédiatement, ses yeux se durcirent. Il connaissait parfaitement cette couleur. Pesticide de type carbamate, le même poison que celui identifié par le laboratoire. Le sac fut immédiatement scellé, photographié, puis ajouté aux pièces à conviction. Non loin de là, sur l'étagère de la cuisine de la grange, l'équipe retrouva la petite cuillère en acier inoxydable qui avait déjà été examinée. Après un test rapide, il s'avéra qu'il y avait encore des résidus de carbamate sur son manche. Plus surprenant encore, sur le torchon de cuisine qui était suspendu, une réaction positive apparut également. Comme si quelqu'un s'était essuyé les mains ou un outil après avoir répandu le poison. Mais la découverte la plus accablante vint de la maison principale. Sur un crochet près de la cuisine, l'équipe trouva un foulard avec un motif de petites fleurs sur le bord. Lorsqu'il fut testé rapidement, les fibres du foulard révélèrent des traces du même poison. Le commandant Fournier regarda longuement le tissu. Il savait que ce foulard était souvent porté par Madame Sylvie Dubois. Plusieurs travailleurs le reconnaissaient. Il y avait même une photo de la messe, 3 jours auparavant, la montrant avec un foulard au motif identique. Fournier prit une profonde inspiration. Lentement mais sûrement, le cercle se refermait. Le poison était dans la potée, sur la cuillère, sur le torchon, et jusque sur le foulard de la propriétaire du domaine. Toutes les preuves convergeaient vers le petit cercle familial. Le soir même, Madame Dubois fut à nouveau convoquée à la gendarmerie. Elle arriva d'un pas chancelant. Le visage bouffi, son foulard en désordre, ses mains serrant un petit sac contenant un chapelet, comme si elle cherchait un soutien. Voici la suite et la fin de l'histoire, en conservant le ton, le style et la longueur de l'adaptation française. Elle entra dans la salle d'interrogatoire de la gendarmerie de Sarlat. L'air y était froid, aseptisé, contrastant violemment avec l'humidité de son village. Le commandant Lucas Fournier était assis en face d'elle, non pas à un bureau, mais à une simple table en métal. Sur la table, sous scellé, se trouvaient les pièces à conviction. Le sachet de granulés violets, la petite cuillère en inox, le torchon et enfin, le foulard à motif floral. Madame Dubois, commença Fournier, sa voix neutre, presque douce, ce qui la rendait d'autant plus menaçante. Nous avons trouvé ce foulard chez vous, près de votre cuisine. Il contient des traces de carbofurant. Le même poison qui a tué 25 personnes. Les yeux de Sylvie Dubois s'écarquillèrent. Ses mains, qui serraient nerveusement son chapelet, s'arrêtèrent. Non. Non, c'est impossible. Yeah. J'ai dû le toucher. Peut-être en nettoyant quelque chose. Je ne sais pas. Sa voix se brisa. Nettoyer quoi, madame? Demanda Fournier, se penchant légèrement en avant. Peut-être la cuillère? Ou les mains de la personne qui a versé le poison. Nous savons aussi que vous, et vous seul, déteniez la clé du cellier où ce poison a été trouvé, juste à côté des provisions des ouvriers. Madame Dubois commença à trembler violemment. Les larmes qu'elle avait retenues, ou feintes, pendant des jours, commencèrent à couler. De vraies larmes, brûlantes, de pure terreur. Je n'ai rien fait. Je le jure sur la tête de mon fils. Votre fils, reprit Fournier, comme s'il attrapait le mot au vol.
Parlonsen. Il fit un signe à l'agent qui se tenait près de la porte. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit et Frédéric Dubois entra, flanqué de son avocat. Le calme et l'assurance qu'il affichait depuis le début avaient disparu. En voyant sa mère en larmes et les preuves étalées sur la table, son visage devint cireux. « Frédéric Dubois », dit Fournier en se tournant vers lui. « Vos mensonges n'ont que trop duré. Votre alibi à Bordeaux est faux. Les données de votre opérateur téléphonique vous placent à Valbrume, près de la Noiret, entre 9h10 et 9h30 le matin du drame. Précisément au moment où la cuisine était vide. » L'avocat tenta d'intervenir, mais Fournier leva la main. « Nous avons également le témoignage du jeune Luc. Il a vu votre voiture blanche, avec l'autocollant « A », garée près du cellier. Il vous a vu vous diriger vers la cuisine. » Frédéric déglutit, son regard fuyant de son avocat à sa mère. Fournier porta le coup de grâce. Et puis, il y a l'attaque contre Julien Martel. Les 2 hommes que nous avons arrêtés ce matin. Des petites frappes. Ils ont avoué avoir été payés pour faire taire le survivant. Leur relevé téléphonique montre de nombreux appels avec un certain le Marseillais. Un usurier. Le même à qui vous devez, selon nos informations, une somme colossale. La saisie du domaine était imminente, n'est-ce pas? Le silence dans la pièce fut total, rompu seulement par les sanglots étouffés de Sylvie Dubois. Frédéric regarda sa mère, vaincu. Puis il baissa la tête. Sa voix fut un murmure sourd. C'était moi. Madame Dubois poussa un cri déchirant. Non, Frédéric, tais-toi. Mais il continua, comme si un barrage venait de céder. C'était moi. L'argent. Le Marseillais allait tout prendre. Le domaine de mes ancêtres. Il avait menacé de venir ce jour-là. Il a dit qu'il humilierait ma mère devant tout le village, devant les saisonniers. Qu'il raconterait comment le « fils de bonne famille » avait tout ruiné. « Alors vous avez décidé de le tuer » demanda Fournier, glacial. Je ne sais pas. J'étais paniqué. Je savais où maman gardait les vieux pesticides. Je savais que Léa était partie au marché. J'ai vu Julien malade sur sa natte, mais il avait l'air presque inconscient. Je suis entré. J'ai versé le poison dans la marmite. Je pensais que si l'usurier mangeait avec eux, il disparaîtrait. Et les 24 autres? Demanda Fournier, sa voix montant d'un cran. Ils n'étaient que des dommages collatéraux? Frédéric ne répondit pas, secoué de tremblements. Ce fut Sylvie Dubois qui parla, entre 2 sanglots hystériques. Je l'ai su. Quand je suis rentrée, je l'ai vu. Il était blanc comme un linge. Il m'a tout dit. J'ai vu la cuillère sur la table. J'ai nettoyé. J'ai essuyé ses mains avec mon foulard. Je l'ai caché. C'est mon fils. Mon seul fils. Je voulais juste le protéger. L'aveu était complet. Un meurtre de masse, commis par lâcheté et par orgueil. Une complicité, née d'un amour maternel aveugle et destructeur. Les menottes cliquèrent aux poignets de la mère et du fils. La nouvelle frappa Valbrume avec la force d'un ouragan. La femme qu'ils avaient vénérée pendant des décennies comme une sainte était complice d'une tuerie. Le fils qu'ils avaient vu grandir était un meurtrier de masse. Le choc fut si grand qu'il en éclipsa le deuil, le remplaçant par une horreur glaciale et incrédule. La Noiret fut placée sous scellé. Les arbres, autrefois symboles de prospérité, devinrent les gardiens silencieux d'un crime atroce. Plus personne ne s'aventurait sur le sentier près de la vieille grange. Julien Martel, le survivant miraculé, fut le témoin principal au procès. Après avoir livré son témoignage, il quitta Valbrume pour toujours, retournant en Bretagne. Il emportait avec lui non seulement le traumatisme de l'attaque, mais aussi le poids écrasant d'être le seul à avoir survécu à la folie d'un homme acculé. Quelques semaines plus tard, le commandant Lucas Fournier se tint une dernière fois devant la grange délabrée avant qu'elle ne soit condamnée. Le vent